BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Ça y est, on a repassé les 50 000 $ sur le Bitcoin, je le disais, ça n'était pas arrivé depuis décembre 2021. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Sabat, directeur général de Millennium Capital et président fondateur de Millennium Digital. Bonjour Cyril. Bonjour Amaury. Lilian Liaga, journaliste chez Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Voilà, on va décrypter un peu cette hausse d'un point de vue fondamental, mais d'abord, analyse technique. Nous sommes en ligne avec Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Vincent, on était à plus 16%, nous sommes actuellement à plus 16% sur une semaine, plus 4% depuis hier après-midi, ça monte. Bon, là on corrige légèrement parce qu'on a eu le chiffre de l'inflation aux États-Unis qui ralentit moins que prévu en janvier, à 3,1% sur un an, mais surtout l'inflation sous-jacente, elle, reste inchangée, sachant que c'est l'indicateur préféré de la Fed. C'est pas génial, en tout cas pour l'instant, le Bitcoin corrige légèrement, mais il n'empêche, nous avons repassé hier et jusqu'à ce matin les 50 000 $ sur le Bitcoin. Qu'est-ce que ça nous dit pour la suite techniquement, Vincent ? Voilà, effectivement, vous venez d'apporter quelques nuances qui sont importantes au moins pour la séance du jour. Il y a des chiffres fondamentaux qui peuvent interrompre. Je crois qu'on a eu 6 ou 7 séances consécutives de hausse pour le cours du Bitcoin. Alors on aurait aimé que l'inflation, notamment sous-jacente, soit en ligne avec les attentes. Donc un peu de prudence sur ce sujet-là. Alors effectivement, Bitcoin à 50 000 $, c'est le cours le plus haut depuis la fin de l'année 2021. Cette fin d'année 2021, elle est connue parce que c'est la période du record historique de Bitcoin. C'était en novembre, près des 70 000 $. Alors, quelques observations techniques. Déjà, ce qu'a fait Bitcoin depuis une semaine, c'est pas choquant si là, le marché marque une pause, parce que ce qu'il a fait, c'est assez unique, en tout cas rare. C'est plutôt rare qu'unique. Le marché a enregistré 7 séances consécutives de hausse. La dernière fois qu'il avait fait ça, c'était au mois de janvier 2023. Et souvenez-vous, à l'époque, janvier 2023, ça a été le début du renversement aussi. En tout cas, c'est là où, sur le plan technique, nous avions eu la reprise des 20 000 $ et on avait eu comme ça une belle série de séances haussières. Toute cette performance, en fait, du BTC, des 40 à 50 000 $, finalement, c'est un retour à la case départ, puisque à peu de choses près, au lendemain de l'arrivée de la validation des ETF BTC Spot, le marché a fait de 49 à 40. Donc c'est un retour à la case départ, et là, on est effectivement marginalement au-dessus. Alors, des résistances techniques ont été dépassées, là aussi de manière marginale. Je dirais que l'enjeu de la séance du jour, on va voir ça avec la session américaine, c'est de préserver les 48 500 $ qui sont l'ancien plus haut, qui représentent à peu près 2/3 de retracement du marché baissier. C'est pas gagné avec les chiffres qui sont tombés de l'inflation US. Et là aussi, j'apporte de la nuance, c'est qu'il y a un risque aussi de recorrélation du BTC dans l'immédiat au S&P 500 par exemple, puisque j'ai fait le tour d'horizon technique de toutes les stars de la tech US, vous savez, les Magnificent Seven, et là aussi il y a vraiment de la place pour retracer. Donc en soi, si Bitcoin parvient, après avoir aussi bien entraîné, à tenir les 48 500 $, en soi ce sera déjà un petit miracle sur le plan technique, et c'est vraiment une condition nécessaire à court terme pour entretenir la dynamique positive. Merci Vincent. Vincent Gann, analyste financier indépendant. On va surveiller tout ça. Effectivement, belle hausse du Bitcoin, mais à surveiller parce que ça pourrait repousser encore la potentielle baisse des taux, notamment du côté de la Fed aux États-Unis. Merci Vincent, bonne journée, bonne soirée. Messieurs, donc Lilian Liaga, journaliste chez Cryptos, Cyril Sabat, directeur général de Millennium Capital et président fondateur de Millennium Digital. Bien, je propose que, comme on l'a dit avec Vincent Gann à l'instant, là, il y a une légère baisse depuis quelques minutes, qui est due au chiffre de l'inflation US qui vient de tomber. Mais quand même, on a passé les 50 000 $ sur le Bitcoin. On est à 62 jours du halving. Je crois que statistiquement, dans aucun cycle, on avait été aussi proche de l'ATH, du niveau le plus haut de Bitcoin, à 62 jours du halving, Lilian. Alors, sur cette statistique-là, pour le coup, je ne l'ai pas en tête. En revanche, j'en ai une autre. Je vous la garde peut-être pour tout à l'heure. J'avais pas prévu, mais oui, je voulais parler justement mon top de la semaine. Je voulais parler du Bitcoin. Forcément, il y avait énormément d'autres sujets dans l'écosystème. Plein de sujets très intéressants, mais comment ne pas parler du Bitcoin quand on a cet événement-là, on passe les 50 000 $, comme l'a très bien rappelé Vincent. Ça fait depuis décembre 2021 qu'on n'avait pas atteint ce niveau. On l'avait franchi à la baisse, évidemment. On avait retracé très très bas. Et là, aujourd'hui, ça fait plaisir de le revoir sur ces niveaux, notamment quand on sait un petit peu le chemin qu'on a traversé depuis une année 2022 qui avait été catastrophique, on peut le dire, avec la chute de l'écosystème Terra Luna, la faille de Celsius, l'effondrement de FTX. Bon bref, on va pas rappeler tous ces événements-là, mais au début 2023, on était vraiment au plus bas, 17 000 $ sur Bitcoin. Et là,
un an et quelques semaines plus tard, on est à 50 000 $. On n'est plus très loin de cet ATH, donc je trouve que c'était un événement vraiment symbolique. C'est pour ça que voir Bitcoin retomber un petit peu en dessous aujourd'hui, pour moi, bon, voilà, c'est pas si important que ça. C'est plus la symbolique d'avoir touché ces 50 000 $ qui me semble importante. Et pour rebondir, vous me parliez donc du fait qu'on soit très proche de l'ATH. Il y a toujours une statistique que j'ai repérée il y a quelques jours sur le fait qu'on corrigeait souvent aux alentours des 60-80 jours avant le halving, pardon. Là, on y est. Et on est surtout à peu près 75% de l'ATH, quelque chose comme ça. Vincent parlait du retracement, c'est pas mon domaine, mais j'ai vu passer cette information-là qui nous poussait à croire qu'on pouvait avoir un petit retracement, donc ce qui corrobore avec ce que Vincent nous expliquait. Mais voilà, personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Cyril Sabag, c'est intéressant parce que Bitcoin plus 160% en 2023. On pouvait s'attendre à ce qu'en 2024, en tout cas au début de l'année, ça se calme un petit peu, notamment avec l'approbation tant attendue des ETF Bitcoin Spot qui ont eu lieu. 11 ETF Bitcoin Spot, on le rappelle, ont été acceptés aux États-Unis en janvier. On pouvait s'attendre à un sell the news, parce que c'est ce qui a notamment, a priori, porté toute la hausse de 2023. Et puis finalement, bon, on a eu un sell the news, mais qui pour l'instant est très léger et qui a l'air de s'être terminé. Tout à fait. Pour reprendre la statistique que vous avez donnée sur le fait qu'on soit à 62 jours du halving, il y a un événement exogène, externe, qu'il n'y a pas eu lors des derniers halvings, c'est cette approbation des ETF. Donc l'entrée sur le marché d'acteurs qui n'étaient pas présents à l'époque. Donc cet événement exogène peut expliquer qu'on soit un petit peu qu'on ne soit pas en ligne avec les statistiques habituelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, et vous le soulignez, c'est qu'on a beaucoup entendu acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Moi, j'étais un pourfendeur de cela en disant que globalement, on est plutôt la nouvelle a plutôt ouvert les portes. C'était pas la fin de quelque chose, mais le début d'un nouveau cycle. En clair, de la possibilité aujourd'hui, pour tout un chacun, aux États-Unis en particulier, de pouvoir investir sur ce Bitcoin. On n'est pas en train d'attendre des résultats et finalement on est plus ou moins satisfait. On attendait une approbation qui ouvrait les vannes. Donc, finalement, cette correction qu'on a pu observer, puisqu'on est allé chercher juste avant l'approbation 48, pour ensuite retracer vers les 40. Là, on vient taper les 50. Donc, en un mois, en un peu moins d'un mois, on a complètement retracé cette correction. Pourquoi ? Voilà, moi, je le pense, à cause de ce flux d'ETF et de flux acheteurs qu'on peut remarquer sur la partie ETF Bitcoin Spot. Lilian, sur les 11 ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés, 10 étaient en positif, flux entrant positif, et il y en a un seul, celui de Grayscale, qui avait des flux négatifs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques chiffres ? Il y avait beaucoup de flux sortants, et ces flux sortants se sont calmés ces derniers jours. Exactement. On en parlait, je crois, une semaine après l'approbation des ETF Spot, donc il y a 3 semaines environ, ensemble sur ce plateau. Le fait que les flux sortants du côté de Grayscale, donc le GBTC de Grayscale, étaient très importants. Par moment, il compensait quasiment les flux entrants sur les autres ETF. J'ai plus les chiffres exacts en tête, puisqu'on les a quotidiennement, donc voilà, ça variait énormément. Mais ce qu'il fallait retenir, c'est que Grayscale avait ce produit d'investissement sur Bitcoin, le Grayscale Bitcoin Trust, depuis bien longtemps. Et il a été donc converti en un ETF Bitcoin Spot, et il a engendré des mouvements de sortie de la part des investisseurs qui soit décidaient de sortir pour aller vers des ETF qui avaient des frais plus réduits, comme celui de BlackRock par exemple, ou certains qui, et je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais qui avaient simplement pris un pari, et donc ils sont tout simplement sortis du marché. Toujours est-il qu'il y avait des flux sortants qui étaient très importants. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars par jour. Et je vous disais à l'époque, bon, ça risque de continuer un petit peu, mais ça va finir évidemment par s'estomper, et c'est le cas, on le constate. Les flux sortants sont désormais de l'ordre de quelques dizaines de millions. A priori, Grayscale ne transfère plus que quelques dizaines de millions de dollars vers Coinbase quotidiennement, contre 600 à 700 millions de dollars lors de ces pires journées, voilà, ce qu'on peut lire notamment sur Cryptost. Exactement. Donc ce sont ces chiffres-là qui nous poussent à croire que c'est terminé. Cette pression vendeuse qui était imposée par Grayscale devrait s'estomper, et on devrait enfin pouvoir sentir, et c'est ce qu'on a certainement ressenti hier sur le marché, enfin l'impact des flux positifs sur les ETF. Et j'avais une statistique que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est à environ 900 nouveaux BTC 900 nouveaux Bitcoin, qui sont créés chaque jour.
par le biais du minage. Voilà, c'est l'inflation quotidienne de Bitcoin, c'est 900 Bitcoin. Au niveau des achats en termes d'ETF Bitcoin Spot, sur les 11 produits, on est de l'ordre de 2200 BTC par jour depuis 30 jours. C'est une moyenne, hein. Bien sûr, il y a des jours où c'était plus important que d'autres. 2200 BTC. Donc on couvre déjà cette création qui est faite sur Bitcoin. Et dites-vous qu'on approche du halving. Donc on va être à plutôt 450 nouveaux BTC créés chaque jour. Donc la différence va être encore plus forte. Ce que vous êtes en train de nous dire, Lilian, c'est que finalement, déjà avant le halving, avant la division par 2 des récompenses aux mineurs, il y a déjà une demande qui est plus forte que l'offre. Alors que dans 62 jours, on aura le halving. Et il y a un dernier élément à ajouter, puisque on pourrait se dire, bon, il y a eu un effet d'engouement dans les premières semaines, ça devrait s'arrêter prochainement. Pas tellement, parce que l'autre statistique, c'est que la journée d'hier a été la 3e journée la plus prolifique en termes d'inflow, donc d'entrée positive, d'entrée acheteuse sur ces ETF, avec 9000 BTC achetés par le biais de ces ETF. Donc on voit des statistiques qui sont extrêmement enthousiasmante, et quand on couple ça avec un pivot de la Fed comme l'a évoqué Vincent, avec ce halving, avec donc ces ETF, on ne peut que être positif sur l'avenir du Bitcoin, évidemment avec des pincettes bien entendu, mais en tout cas toutes les étoiles semblent être alignées. Cyril Sabag, chez Millennium, vous partagez ce constat d'optimisme ? Oui, pour rebondir sur ce que dit Lilian, effectivement sur le GBTC, ce fameux flux vendeur qui, on le rappelle, le GBTC a pu coter jusqu'à une décote de 50% par rapport au Bitcoin, et le fait qu'il ait pu être transformé en ETF a comblé ce gap. Et beaucoup de traders qui avaient pris des positions sont sortis. Et ce flux de sortie est en train de se tarir. Il est de plus en plus faible. Il était vraiment extrêmement faible hier. Alors que le flux entrant sur les autres ETF, et en particulier chez BlackRock et Fidelity, continue d'être très important. Donc, finalement, des sorties qui se tarissent avec des flux acheteurs extrêmement importants. Sur la journée d'hier, on était presque à 500 millions d'inflow. C'est colossal. Historiquement parlant, si on regarde sur tous les ETF qui ont été émis dans l'histoire, au bout d'un mois, on est avec Fidelity et BlackRock sur les 2 ETF ayant amassé le plus d'inflow. Comment on l'explique ça? C'est les frais, c'est les frais les moins importants, Fidelity et BlackRock. Alors déjà, ce sont des acteurs incontournables de l'écosystème. Vous dites rien qu'avec la marque, ça. Exactement. Donc juste de l'écosystème de la finance traditionnelle. Donc ils ont réussi à capter ce flux. Donc ils sont les 2 plus gros en un mois, les 2 plus gros ETF à avoir amassé, donc plus de 3 milliards chacun. Il y a aussi un autre élément qui est très important. On se rend compte qu'il y a une américanisation des flux. Si on regarde la hausse du Bitcoin en journée, avant c'était diffus, on pouvait avoir des hausses pendant l'ouverture du marché asiatique, rarement pendant le marché européen, mais là on voit vraiment une accélération à partir de 15h30. Vous le regarderez statistiquement sur les dernières semaines, on voit vraiment que ce sont les US qui drivent les flux. Donc ça corrobore un petit peu ce que disait Lilian sur le fait qu'on a ce flux qui va aider. Autre point très intéressant, la SEC a reçu des demandes pour lancer des produits dérivés sur les ETF BlackRock. Alors expliquez-nous ça. Alors c'est assez intéressant. Ça consiste. Alors c'est intéressant, et aux États-Unis c'est particulièrement vrai. Par exemple, les options sur les ETF S&P sont plus liquides que les options sur les S&P eux-mêmes. Et donc, partant de ce constat, on a eu une demande d'ouverture des options sur les ETF, ce qui va apporter encore de la liquidité sur ces ETF. Donc, un alignement de signaux qui fait que normalement ce flux va continuer. Et alors, on n'a peut-être pas assez de recul encore, mais est-ce qu'on a une idée de qui achète ces ETF? Est-ce que c'est des institutionnels? Est-ce que c'est ce qu'on appelle du retail, c'est-à-dire des personnes physiques non professionnelles des marchés? Est-ce qu'on le sait un petit peu? C'est une excellente question, et la lisibilité n'est pas très simple. Ce qu'on sait, c'est que les canaux aujourd'hui ne sont pas tous ouverts aux États-Unis. Bien qu'on ait comme nom BlackRock ou Fidelity, les canaux traditionnels ne sont pas tous ouverts. Il y a certains fournisseurs de plans épargne retraite ou d'assurance qui ont dit qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas ouvert. Donc, le flux retail est bloqué à ce niveau-là. Donc, j'aurais tendance à dire que le flux arrivant est plutôt un flux institutionnel. Mais ça veut dire aussi
du coup qu'il y a une marge de manœuvre pour la partie retail qui risque d'être très important, d'autant que ce soit BlackRock ou Fidelity, pour parler des deux principaux émetteurs, font un travail auprès des conseillers en gestion de patrimoine, ce qu'on appelle les RIA, les Registered Investment Advisors aux États-Unis, pour fournir des portefeuilles modèles, ce qu'on appelle les all-in-one ETF pour Fidelity, on en a entendu parler la semaine dernière. Ils constituent des portefeuilles modèles où maintenant ils intègrent, et ça c'est le cas de Fidelity, ils intègrent un petit peu de crypto. Donc le traditionnel 60-40, intègre maintenant un petit peu de crypto, devient un 59-39 avec 2% de Bitcoin dans des portefeuilles modèles. Donc, donnant en exemple ces portefeuilles modèles, les conseillers en gestion de patrimoine vont reproduire ces portefeuilles modèles et faire rentrer dans l'allocation du client retail un petit peu de Bitcoin via les produits qui sont proposés. Donc pour l'instant, on pourrait supposer que c'est plutôt des professionnels de la finance qui investissent sur cet ETF, d'autant plus qu'on l'a vu hier au Super Bowl, dans la finale du Super Bowl qui a eu lieu dimanche soir, il n'y a pas eu de publicité directe sur le Bitcoin ou même des ETF Bitcoin Spot, alors que il y a 2 ans, c'était presque un Super Bowl spécial crypto, quoi. Il y avait beaucoup d'annonceurs crypto et très peu aujourd'hui. A priori, les gestionnaires d'actifs traditionnels allouent leur budget peut-être pour plus faire de la politique, pour plus travailler la réglementation, pour après peut-être communiquer, vu qu'on a les élections américaines qui arrivent en novembre 2024. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je pense que c'est mais justement, il y a un débat chose. là-dessus. Il y a un débat là-dessus. Oui, c'est vrai que peut-être que trop communiquer maintenant, alors que les produits viennent de rentrer sur le marché, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Il y a surtout le fait qu'il y a 2 ans, je crois que c'était pour l'édition 2021, si je ne dis pas de bêtises, où il y avait eu toutes ces publicités autour des cryptos. On avait eu la publicité de FTX, on sait ce que ça a donné. Il y avait beaucoup de publicités des plateformes d'échange de crypto qui souhaitaient finalement attirer des utilisateurs parce qu'on était en plein bull run, on était vraiment au sommet de cette euphorie envers le marché des cryptos et qui pour moi était plutôt un signe annonciateur plutôt de la fin d'un bull run. Et donc ne pas voir de publicité sur les cryptos aujourd'hui, ça ne me choque pas, d'autant plus que on parle plutôt de Bitcoin en ce moment, on ne parle pas vraiment du marché crypto, on ne parle pas des NFT, on parle vraiment de Bitcoin aux États-Unis. C'est le sujet, c'est Bitcoin. On ne va pas faire la publicité de Bitcoin. On aurait pu voir en effet des publicités pour des gestionnaires d'actifs et pour ces ETF, mais je pense que c'était un tout petit peu tôt. Et à mon avis, ils n'ont pas encore besoin de ces publicités, d'autant plus quand on sait que, comme l'expliquait Cyril, tous les canaux ne sont pas encore ouverts pour accueillir les investisseurs particuliers. Donc, moi, je ne suis pas choqué, au contraire, je préfère ne pas avoir de publicité au Super Bowl à ce moment-là sur le marché des cryptos, puisque ce serait, à mon sens, plutôt une mauvaise nouvelle. Et on voit d'ailleurs que pour l'instant, Bitcoin surperforme largement le marché des cryptos, c'est-à-dire derrière, la plupart des cryptos restent à la traîne, notamment l'Ethereum. Est-ce que je sais pas du tout si on a des statistiques là-dessus. Puis de toute manière, encore une fois, on le rappelle, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Jusqu'à maintenant, on a des cycles qui se sont répétés quand même. Et là, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la hausse du Bitcoin aujourd'hui à 62 jours du halving, c'est vrai que d'habitude, le Bitcoin n'était pas aussi haut à cette période-là. Effectivement, on peut l'expliquer par les ETF. Après, on n'est pas à l'abri d'une correction qui arrive dans les semaines qui viennent. Ça, on sait pas. Mais est-ce que vous pensez que cette année, on aura un cycle différent des autres avec ces ETF? Ou alors finalement, ça risque de se répéter indéfiniment malgré l'environnement externe? Moi, je ne sais pas si Cyril, tu avais un avis à donner? Oui, déjà, si on analyse 2023, on le sait, le Bitcoin a surperformé toutes les classes d'actifs traditionnelles. Et pour reprendre un point qui a été dit tout à l'heure, la corrélation a été très faible avec les actifs traditionnels, que ce soit l'or, l'argent ou les indices actions. Dans ce début d'année, finalement, c'est un peu un bis repetita. En tout cas, si on arrête les compteurs aujourd'hui, mais vous avez très bien fait de le rappeler, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, à aujourd'hui, sur l'année 2024, le Bitcoin surperforme encore les autres classes d'actifs. Donc, je le rappelle, on doit être à 12-13% de hausse sur le Bitcoin depuis le début de l'année. On est sur le Nasdaq, on est à 8%, le S&P est à 6%, l'Eurostoxx à 4%, le CAC à 2%. Donc, on est encore au-dessus. Et aussi avec une décorrélation importante.
Alors, bien malin qui saura nous dire comment ça va se terminer l'année, mais c'est vrai que les feux sont plutôt au vert vu l'année qui va arriver. Donc voilà, mais difficile de se prononcer. Je rajouterai un élément sur la comparaison avec les altcoins, puisqu'on parlait de dominance. Je sais que je vois passer beaucoup en ce moment de messages sur les réseaux sociaux, notamment de certaines personnes qui nous disent ça y est, c'est le moment. On s'attend à une alt season, donc finalement la saison où les altcoins surperforment Bitcoin, c'est-à-dire toutes les autres cryptos finalement que Bitcoin dans le marché. On a Bitcoin et le reste qu'on appelle les altcoins. Donc, pas mal de monde s'attend à ça. Personnellement, je suis un peu plus mitigé sur ce sujet, puisque si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les cycles précédents, voilà, c'est à titre indicatif bien sûr, mais on remarque souvent que d'abord on a une hausse de Bitcoin qui surperforme le reste du marché des cryptos jusqu'à plus ou moins aller retoucher son ATH, donc on n'y est pas encore. Et à partir de ce moment-là, quand on retouche cette ATH, souvent voilà, on a l'euphorie qui démarre, et à partir de ce moment-là, on a les capitaux qui se redirigent vers les altcoins, et on peut connaître ces fameuses alt season. Aujourd'hui, oui, on a la dominance de Bitcoin sur le marché qui continue d'augmenter, mais on est encore un petit peu loin de cette ATH, donc on a encore de la marge, donc pour je vous, pense. Lilian, on a encore du chemin à faire sur Bitcoin avant que les flux soient réalloués potentiellement dans le reste du marché. Voilà. C'est ça. Et là, bien sûr, je ne dis pas qu'il y a d'autres actifs qui ne peuvent pas surperformer Bitcoin. C'est le cas. Il y a d'autres cryptos qui ont surperformé le Bitcoin en 2023, qui continuent de le surperformer. Je parle de manière générale vis-à-vis des altcoins. Je pense qu'on a encore de la marge pour Bitcoin. Cyril, moi j'avais une question. Donc, il y a votre ETF, Mélanion. Donc, je rappelle, un ETF thématique action sur le Bitcoin. Donc, on peut s'exposer au Bitcoin, mais pas de manière indirecte via des actions. Et quelles sont les performances de votre ETF et donc des actions qu'il compose là, ces dernières semaines avec ce qui se passe? Alors, pour rappel, en 2023, l'ETF s'est très bien comporté, puisqu'on a fait plus 184%. Donc vous avez surperformé le Bitcoin. On a surperformé le Bitcoin, bien aidé par les sociétés de minage qui avaient beaucoup souffert en 2022 et se sont bien rattrapées en 2023. Le début d'année a été un peu plus compliqué pour nous, mais là, ça fait 2-3 semaines que l'ETF se reprend bien. On est à peu près flat plus, donc légèrement positif depuis le début de l'année, avec un Bitcoin qui est à plus 10-12%. Donc les valeurs autour de l'écosystème crypto sont en train de se reprendre. Sur un mois, on fait plus 30%, mais les premières semaines, on avait souffert. Donc là, on est à peu près flat depuis le début de l'année, mais avec une orientation très positive ces derniers jours. Est-ce que vous pouvez nous parler, peut-être il nous reste peu de temps, mais d'une société qui compose l'ETF, par exemple Robinhood? Oui, alors Robinhood est dans l'ETF, donc c'est assez intéressant, hein, juste pour un rappel très rapide, mais on a dans notre ETF des sociétés de minage, des sociétés autour de la technologie blockchain, des sociétés de finance et de crypto, c'est le cas de Robinhood, ou des sociétés qui détiennent des cryptos dans leur bilan. Alors Robinhood, on en a entendu parler récemment sur la partie crypto. Ils ont annoncé en décembre qu'ils lançaient la partie trading crypto en Europe. Le directeur général a annoncé qu'il avait vraiment envie de s'intégrer en Europe, vu le paysage réglementaire beaucoup plus clair par rapport aux États-Unis. Donc ils ont annoncé qu'ils allaient implanter la partie trading crypto en Europe, avec aussi la possibilité de faire du staking, la possibilité de faire du learn to earn aussi. Et plus récemment, et là c'était la semaine dernière, Robinhood a annoncé un partenariat avec MetaMask. Aujourd'hui, les utilisateurs de MetaMask vont pouvoir acheter des cryptos directement en se connectant sur MetaMask. Donc vraiment le Web 2 qui s'allie au Web 3. C'est assez intéressant. Donc la finance traditionnelle avec le Web 3 et donc la possibilité de mixer les deux. Donc vous avez notamment Robinhood en portefeuille parce que selon vous, il y a un potentiel intéressant pour la suite encore sur Robinhood et le Web 3. Donc une manière effectivement de s'exposer potentiellement à une hausse du marché crypto. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Cyril Sabac, directeur général donc de Mélanion Capital et président fondateur de Mélanion Digital. Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptost. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h. Bonne journée et bonne soirée. BFM Business, BFM Crypto, le club.